filmer aussi parce que ça intéresse pas mal de monde cette rencontre. Donc bienvenue à tous, merci d'être présents. On va commencer, même si on a deux personnes très érudites à côté de nous, on va aussi commencer par prendre vos paroles à vous, aussi ce que vous avez un peu recueilli au cours de vos ateliers, ce qui vous a questionné, et comme ça éclairera aussi Landry et puis Jean-Claude pour qu'ils soient au plus proche de ce que vous avez partagé et que ça puisse vous éclairer chacun. Donc il y a eu plusieurs rapporteurs, on a commencé par des petits ateliers ce matin, il y a plusieurs personnes qui se sont proposées pour nous partager, alors de manière brève, hein, c'est 5 minutes maximum, ce qui est sorti un petit peu de consistant de vos rencontres. Est-ce qu'il y en a un ou une qui veut se lancer pour nous... Voilà. Serge commence. Alors, dans notre groupe, en fait, à la fin de notre réunion, la plus jeune parmi nous avait écrit quelque chose et je me permets au lieu de faire un compte rendu, de lire ce que Chloé, la plus jeune, a répondu. On représente ici un visage de plusieurs personnes et cultures différentes. Voilà, plusieurs visages, mais en fait, c'est aux yeux de Dieu un seul visage. C'est une rencontre, ce peut être une rencontre, même si on ne le voit pas, de plusieurs religions, en tout cas de différentes cultures et de richesses qui enrichissent. Évidemment, c'est une invitation à s'ouvrir à d'autres richesses et pays, cultures, langues, religions. Donc voilà ce qu'elle a écrit. Merci Chloé. L'ouverture. Merci Chloé et merci à ce premier groupe. Est-ce qu'il y en a un autre qui veut nous rapporter? Alors dans notre groupe, on a parlé des 5 points. Alors il y a eu pas mal d'idées, de réflexions. Alors sur le premier point, que représente cette image? Alors tout le monde a reconnu ce qui sautait aux yeux, c'est que c'est un visage, mais un visage composé de parties de visages de toutes origines. Et donc c'est un visage composite en fait. Et sur l'image, on observe des caractéristiques de visage il y a de différentes cultures, de différentes régions. Et donc c'est un portrait, mais c'est un visage où il faut trouver une harmonie. L'harmonie n'est pas évidente au premier coup d'œil, mais bon, on a un visage. Donc ce qui demeure quand on a enlevé tous les artifices, c'est un visage pluriel, en quelque sorte. Le 4e point, selon cette image, comment pouvez-vous définir la rencontre et la culture? Donc la rencontre, c'est ce qui permet de s'enrichir quand on rencontre des personnes de cultures différentes. La culture, ça représente des traditions, des coutumes, des manières de vivre, de penser, de se comporter en société. Et ça, c'est une diversité, mais la rencontre se produit au niveau de l'humain, des relations interhumaines, et ça peut dépasser les différences entre les différentes cultures. Alors, la rencontre entre les différentes cultures est-elle possible? Alors là, on a été assez nuancé. On a dit qu'il y a quand même des barrières, des peurs, parfois des craintes de rencontrer des personnes différentes.
Et donc, il y a des préjugés qui empêchent la rencontre entre les différentes cultures. Toutefois, ce qui est primordial, ce qui fait l'unité, c'est l'humanité, c'est la condition humaine. Et on voit que, par exemple, quand il y a, par exemple, comme aujourd'hui, des catastrophes dans le monde, on voit qu'il y a une solidarité entre les peuples. Par exemple, en Turquie, avec le tremblement de terre, on voit que les gens sont sensibilisés parce qu'il y a l'humanité, le caractère de ce qui est humain qui dépasse toutes les cultures. Voilà, c'est en gros ce qu'on a débattu. On a quasiment déjà les prémices de la conférence, merci. Donc on retiendra certains mots évidemment sur lesquels Jean-Claude et Landry vont revenir sur les différences. Qu'est-ce qui peut permettre l'harmonie, une forme d'unité, et puis on ne peut pas non plus nier tout ce qui est, voilà, tout ce qui est de l'ordre des barrières, des peurs, des freins à cette rencontre. Est-ce qu'il y a un autre groupe? Et donc, en parlant de l'image, on voit la représentation culturelle. Et donc, toutes les couleurs de peau de l'humanité. En observant bien cette image, on remarque qu'il y a un homme et une femme, un homme et des femmes. On remarque aussi les traditions vestimentaires des différents pays. Donc, l'habit qui envoie un message, les bijoux. Donc, on voit qu'il y a une différence entre l'Europe et l'Asie. Et il y a le regard. Quand on prend la troisième question, qu'est-ce qui demeure lorsqu'on a enlevé tous les artifices? On observe le visage humain, son trait, les yeux, dévisager une personne, l'expression du visage, et on remarque aussi le manque de sourire sur ces photos, ou sur cette photo. Comment pouvez-vous définir la rencontre et la culture? Par le regard qu'on porte à l'autre, l'approche. Selon cette image, la rencontre n'est pas facile. On observe la diversité des cultures et c'est un défi. À propos des artifices, c'est là déjà, on voit la vision du monde. Il y a aussi la salutation qui est différente d'un pays à l'autre et les cultures sont différentes. Et dans l'expression des personnes, on n'a pas le ressenti. Concernant le vécu entre les personnes de différentes cultures, alors s'il est possible, oui, ce vécu est possible. Est-il heureux, opportun? Est-il ensemble ou à part ce vécu? Tout dépend si on vit avec la personne ou à côté. Il faut accepter les différences culturelles. Ne pas penser d'avoir la meilleure culture, ne pas penser que les idées sont les meilleures. Et il y a le vivre ensemble. Donc, on a parlé du vivre ensemble déjà autour de nous. Rien que dans un couple où ça peut changer au courant d'une vie. Et on parlait justement quand une personne du couple arrive à la retraite, ou même quand les deux le sont, que c'est plus difficile à vivre. Hein? Voilà. Et puis, on parlait aussi de la relation du vivre ensemble, français, étranger. Nous avons tous des cultures différentes, des manières différentes de se saluer. L'accent, la compréhension de la langue. Et nous parlions même déjà, rien que ici, Saverne est proche de la Moselle, où il y a déjà, où on se taquine entre Alsaciens et Lorrains. C'est des petites blagues, mais bon, il y a des fois des gens qui se vexent. Et puis voilà, et donc
il y a l'intégration aussi des personnes. Mais par contre, le seul chemin entre nous tous, c'est le message évangélique. Aimez-vous les uns les autres. Donc on parlait aussi, comme ça, tomber du coq à l'âne, la vie des communautés de paroisse. Chaque paroisse a son identité, son conseil de fabrique, des engagés, et il y a des manières différentes de vivre dans chaque paroisse. Donc on a remarqué l'esprit différent, mais tout le monde a un but commun, c'est autour de notre Seigneur. Hein? Donc on parlait aussi de la conversion personnelle en voyant le visage du voisin, le semblable, et donc le respect mutuel à avoir. Donc ça peut apporter beaucoup de choses, mais il peut y avoir de l'échec et des conflits. Bravo, j'ai entendu une notion importante sur le sourire. C'est vrai que chez nous, quand on sort un appareil photo, on a tendance à sourire, mais pour toute personne qui a voyagé, voilà, le sourire n'est pas du tout évident sur la photo. Et puis la question d'artifice, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression, les colliers, parfois les vêtements. Est-ce que c'est vraiment un artifice? Est-ce que dans certaines cultures, c'est pas aussi essentiel? On pourra en reparler de ça. Et un dernier messager, il me semble. C'est un peu difficile d'intervenir après madame. Là, on a déjà atteint des sommets. Oui, donc pour notre groupe, on a pour les 3 premières questions, c'est un peu le ressenti qu'on a à partir de l'image, une mosaïque, 4 visages séparés, différentes traditions, différentes coutumes, différentes expressions, mais qui forment grosso modo quand même un petit peu un même visage. Ils regardent tous un peu dans la même direction, ils interpellent un peu quelque part, et donc premier ressenti, c'est plutôt une juxtaposition qu'une rencontre, ce qui préjuge peut-être de la difficulté de la rencontre qu'on peut avoir entre différentes cultures. Mais celle-ci, cette rencontre est possible, pour embrayer tout de suite sur la dernière question, s'il y a acceptation de l'autre. On parlait d'ouverture au monde, tout en préservant ses propres traditions, mais sans s'y arc-bouter. Voilà. Résumé. Merci beaucoup. Vous avez déjà un bon matériau, Landry et Jean-Claude. Merci à chacun. Alors on va partir aussi de là. Jean-Claude et Landry m'ont autorisé à les interrompre si voilà, on a besoin de clarifier certaines choses, ou si je sens que parfois ça monte un peu trop haut, pour voilà, être sûr que chacun est à même de comprendre. Et puis n'hésitez pas vous-même si vous avez parfois des questions qui vous viennent, des termes comme ça, on sera plus à même de comprendre chacun. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux de vous être rendus disponibles. C'est donc Landry qui va commencer. Landry qui est originaire du Gabon et qui, voilà, comme on vous l'a dit, il est doctorant et il s'intéresse en particulier à un philosophe qui s'appelle Merleau-Ponty et dont il va vous parler. Merci Landry. Voilà, merci beaucoup à Estelle. Hein. Et puis, alors Estelle a oublié de dire que mon pays s'appelle Gabon parce que tout le monde est bon dans ce pays. Voilà. Voilà, donc merci Estelle. Alors, avant proprement donc de finir mon propos, je voudrais quand même demander à Jean-Pierre s'il pouvait se lever. John Peter, la grande bûche, que tu te lever. Voilà. Et puis je voudrais, mais je vous le demande sincèrement, c'est pas par flatterie, hein, mais c'est vraiment sincèrement, je voudrais qu'on puisse fortement applaudir Jean-Pierre. Alors, je vous explique pourquoi. Et là encore, c'est pas par flatterie, je vous explique pourquoi. Parce que je crois que sans que Jean-Pierre et moi on se soient concertés, lorsqu'il a choisi l'image qui devait illustrer notre argumentaire, sans que lui et moi se soit concertés, il a choisi une image, à mon avis,
qui permet, en fait, qui met en perspective tout ce que Jean-Pierre et moi nous dirons aujourd'hui. Et je trouve que c'est quand même il faut être intelligent pour arriver à faire ça. Donc, je suis aussi admiratif vis-à-vis de Jean-Pierre pour tout ça. On peut encore l'applaudir. Donc, merci beaucoup. Maintenant, donc, en philosophie, on commence toujours par poser la question suivante. De quoi parlons-nous? Voilà, donc il y a deux mots importants, la rencontre et la culture. Donc, donc mon propos aura deux temps. Dans un premier temps, on va faire, une étude, un peu plus ou moins conceptuelle, comprendre les deux mots essentiels de rencontre et de culture. Ensuite, je vais m'accentuer sur trois philosophes que je peux considérer comme des philosophes de la rencontre. Il y a un philosophe allemand et deux philosophes français. Les Allemands sont toujours les initiateurs des grandes idées, mais les Français savent fructifier ces idées. Voilà. Et c'est comme ça en philosophie comme en théologie. Les Allemands, les grands, ils font beaucoup la conceptualisation et les Français mettent ça en pratique pour tout le monde, pour que tout le monde puisse entendre. C'est pour ça que les philosophes français sont plus ou moins beaucoup connus parce qu'ils facilitent la compréhension. Voilà. Donc je vais commencer. Mon étude s'appuie donc des notions de culture et de rencontre, s'appuie sur donc, le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Ray. Donc je vais commencer par la notion de culture. Donc je vais directement partir au XVIe siècle. Donc je laisse tout ce qui est étymologie et autres, parce qu'il me semble qu'à partir du XVIe siècle, il y a quelque chose d'important qui se passe. Au XVIe siècle, il y a, j'ai envie de dire, la culture. À partir de la culture, il y a toute une catégorisation des personnes. Donc la culture, c'est surtout une catégorisation des personnes. Il y a des personnes qui sont incultes, qui n'ont pas de culture, d'autres personnes qui sont civilisées, qui sont intellectuelles. Donc la culture se comprend surtout intellectuellement. Donc culture a un sens de développement des facultés intellectuelles par des exercices appropriés. Donc cette valeur individuelle du mot culture fait de la culture un bien intellectuel. La culture est d'abord un bien intellectuel au XVIe siècle. Un bien intellectuel. Donc ça veut dire que c'est quelque chose en fait qu'on recherche. Ce n'est pas quelque chose d'établi. Donc c'est quelque chose qui est lié à la personne. On recherche, donc la dimension communautaire n'est pas encore clairement établie. Donc c'est quelque chose qui est attaché à la recherche, à la curiosité. Je veux être quelqu'un de distingué dans la société et donc je vais tout faire pour me cultiver. Voilà. Cultiver comme si je cultivais un champ. Donc il y a toute une dimension d'investissement personnel. Et donc cette valeur individuelle du mot fait de la culture un bien intellectuel lié au caractère cultivé ou au contraire un culte d'une personne. Ouais? Donc là, il y a la catégorisation des personnes. Et puis ensuite, à partir du XVIIIe siècle jusqu'au XXe siècle, et là c'est très important, je vous prie de bien prêter attention, il y a donc le mot allemand, Kultur. Donc ce mot nous vient d'Emmanuel Kant, qui est un philosophe allemand. Donc Immanuel Kant introduit le sens de caractère collectif d'un groupe humain. Et ce groupe-là, il est envisagé dans ses spécificités intellectuelles. Vous voyez, toujours la dimension intellectuelle, elle est au centre de la culture. Et ce sens va entrer en concurrence avec un autre mot, celui de la civilisation. Et dans la civilisation, on est encore beaucoup marqué par le sens actif, originel, donc d'action, de cultiver, qui implique une hiérarchisation. Donc à partir de Kant, la culture prend un sens collectif, mais par distinction. On commence à distinguer les peuples. Il y a des peuples qui sont cultivés parce qu'ils sont capables de se projeter, ils sont capables de s'imaginer dans 10, 15, 30, 40, dans un siècle, on est capable de faire des projets, et il y en a d'autres qui sont incapables de le faire. Donc, en 1798, Kant publie un livre très important, l'anthropologie du point de vue pragmatique.
Donc vous avez donc la photo du livre ici. Et dans ce livre, Kant donne un exemple, mais qui va marquer toute notre conception de la culture jusqu'au début du XXe siècle. Et ça, c'est très important, il faut bien noter ça, cette phrase. Alors, Kant va dire ceci dans l'anthropologie du point de vue pragmatique, il va dire ceci, le Caraïbe, c'est-à-dire le noir, voilà, donc, le Caraïbe, à la différence de l'Européen, dans ce livre, il est présenté comme un être sans culture, parce qu'il ne peut pas se projeter, il est incapable d'imagination, de l'imagination dans son acception intellectuelle. Donc, le Caraïbe, c'est-à-dire le noir, à la différence de l'Européen, parce que la culture, c'est l'Europe, en fait, donc à cette époque. Voilà. Donc, à la différence de l'Européen, il est présenté comme un être sans culture, incapable d'abstraction, de la dimension intellectuelle, et de projection. Il est incapable d'abstraction et de projection. Donc, il ne peut pas se projeter, il ne peut pas faire des projets dans 10, 15, 30 ans. Voilà. Il vend, alors voici ce qui est encore typique du Caraïbe et de la distinction anthropologique entre le Caraïbe, c'est-à-dire le noir, et l'Européen. Kant dit ceci, prend cet exemple qui est très rigolo, mais qui est fort significatif. Il dit, le Caraïbe vend son sac, vend son lit le matin, il va à la pêche, il s'enivre, et le soir, il ne sait pas sur quoi dormir. Vous voyez, si je vends mon lit le matin, alors que le lit doit me servir pour dormir le soir, je le vends le matin, et je ne sais pas sur quoi dormir le soir. Donc, il y a vraiment une incapacité de projection. Vous voyez? Donc, il y a une incapacité intellectuelle chez le Caraïbe, c'est-à-dire chez le noir. Donc, la culture est conçue par mimétisme, c'est-à-dire que pour être reconnu comme peuple civilisé avec une culture, il faut imiter la culture européenne, selon Kant. Donc, la culture est conçue par mimétisme du seul point de vue européen. Être cultivé ou avoir une culture signifie ressembler à l'européen. Il n'y a pas d'ailleurs culturel. Il n'y a pas un ailleurs culturel. Oui? Donc, la culture, elle a un site, et ce site, c'est l'Europe. Mais bien sûr, on est dans la mission civilisatrice. Vous voyez bien, 18e siècle, 19e siècle, c'est le grand siècle donc, des conquêtes. C'est le grand siècle de tous les millénarismes, etc., et ainsi de suite. Donc, les missionnaires vont aller à travers le monde, l'Europe civilise le monde, etc. Donc, on comprend bien le point de vue de Kant. Et vous allez bien comprendre pourquoi Emmanuel Kant a cette conception, a cette perception de la culture. Vous allez le comprendre à partir de la prochaine diapositive. Donc, pour résumer la position de Kant, bien, notez bien, toute sa vie durant, Kant n'est jamais sorti de sa ville prussienne, Königsberg. Il est resté célibataire toute sa vie. Il a suivi tout au long de son existence un emploi du temps immuable qui lui permettait de se vouer à son travail. Vous voyez? Donc, Kant, c'est quelqu'un qui n'est pas sorti. Il est resté sur place. Et donc, la seule perception de l'autre qu'il a, c'est la perception en fait, qu'il a donc, de son bureau. Voilà. Donc, il n'a pas de contact avec l'extérieur. Vous voyez déjà le lien qu'il y a entre culture et rencontre, qui commence à se faire. Donc, la culture ici, elle est marquée par l'immutabilité, vous voyez, de la culture occidentale. Et donc, au XXe siècle, vous verrez bien qu'à la différence d'Emmanuel Kant, qui n'est jamais sorti et qui comprend la culture seulement à partir de l'Europe, à partir du XXe siècle, on a une notion élargie de la culture. Donc, grâce aux travaux des ethnologues, donc, notamment l'américain Malinowski, en France, vous avez des anthropologues et puis ethnologues comme Marcel Mauss, par exemple. Donc, grâce à leurs travaux, on découvre que la culture va devenir l'ensemble des formes acquises. Et là, il faut bien prêter attention aux mots. Formes acquises. Formes acquises de comportement dans les sociétés humaines. Formes acquises, donc il y a la dimension de l'acquisition, donc c'est-à-dire la temporalité. On acquiert quelque chose, ça veut dire qu'il y a le temps qui s'immisce. Et on nous dit des comportements dans des sociétés humaines. Donc,
Il y a l'acquisition, c'est-à-dire le temps, la durée, et il y a la diversité, puisqu'on parle de société humaine. On ne parle plus de société européenne, mais on parle de société humaine. Et qu'est-ce qui est propre aux anthropologues et aux ethnologues? C'est des hommes et des femmes du voyage. Ils ne sont pas enfermés dans leur bureau, quoique l'anthropologie a commencé avec les gens qui étaient enfermés dans leur bureau et puis qui écrivaient. Mais Marcel Mauss et les autres, Malinowski, c'est des hommes et des femmes du voyage. Donc des hommes et des femmes du dépaysement. Des hommes et des femmes qui ont quitté leur bureau européen, américain, et qui sont allés rencontrer. Et là, quelque chose se produit chez eux ou chez elles. Ils se rendent compte que, mais en fait, chaque peuple est particulier. Et là, quelque chose va commencer. Et c'est de cette expérience, justement, que la culture devient, non pas d'abord quelque chose d'intellectuel. La culture n'a plus un seul site. Elle a maintenant plusieurs sites. Et donc, on peut définir la culture avec Marcel Mauss comme l'ensemble des formes acquises de comportement dans les sociétés humaines. Ensemble des formes acquises, et là j'insiste sur le mot acquis, donc l'ensemble des formes acquises de comportement dans les sociétés humaines. Cette définition, nous la devons à des hommes et des femmes qui ont voyagé, qui ne sont pas restés sur place. Vous voyez déjà le lien entre... Vous voyez que la culture telle que nous la percevons aujourd'hui, cette perception est née du déplacement, du dépaysement, des personnes qui ont voyagé, qui ont quitté leur site culturel pour aller à la rencontre d'autres sites culturels. Et là, ils ont découvert d'autres comportements qui ont du sens. Donc, c'est très important. Donc, anthropologues et donc analysons, anthropologues et ethnologues sont des hommes et des femmes du voyage, du dépaysement. La notion actuelle de la culture nous vient de leur recherche. À qui ça implique le temps et refuse la substance. Vous voyez, la culture, ce n'est pas de l'ordre de la substance. Voilà. C'est-à-dire quelque chose de fixe. Voilà. La culture, c'est quelque chose qui est en mouvement. Et ce qui est beau, c'est de voir que c'est des ethnologues, des hommes et des femmes du voyage. Des hommes et des femmes qui vont à la rencontre, qui ne mettent pas des hypothèses en restant dans leur bureau, mais qui se déplacent, qui voyagent et qui vont au loin. Et quand ils vont au loin, ils changent. Ils deviennent les expériences qu'ils ou elles ont vécues. Donc, la définition de Marcel Mauss dit aussi société humaine au pluriel. Cela implique la diversité. Donc, quand on parle de la culture, on est dans le terrain de la diversité. Et ensuite, donc, il n'y a pas une culture, mais des cultures selon la diversité des expériences humaines. Voilà. Et maintenant, par rapport au mot donc rencontre, vous voyez, le mot rencontre, le verbe rencontrer, vient du vieux français rencontrer, c'est-à-dire trouver sur son chemin. Trouver sur son chemin. Et ça, c'est un mot qui date donc des années du Xe siècle. Et ce mot va rester jusqu'au XVIIe siècle. Hein. Et donc, le verbe est d'abord attesté dans un contexte guerrier pour affronter un combat. Aujourd'hui, ce verbe est beaucoup plus adouci, notamment, on parle de rencontre entre Paris Saint-Germain, par exemple, le Racing, etc. Donc, vous voyez que même dans le mot, à la fois dans le mot culture et dans le mot rencontre, il y a cette dimension de l'altérité. Il y a la dimension de la rencontre de quelqu'un qui est différent. Voilà. Venons-en maintenant aux penseurs de la rencontre, c'est-à-dire maintenant aux philosophes. Donc j'ai choisi de vous parler de 3 philosophes. Le premier, Edmund Husserl, qui est un philosophe allemand, qui a enseigné à côté de nous ici à Freiburg, in Breslau. Ensuite, Maurice Merleau-Ponty, qui est un de ses disciples français. Voilà. Et il y a Michel Henry. Pourquoi Michel Henry? Parce que Michel Henry était un philosophe chrétien. Voilà. Donc j'ai voulu aussi mettre un philosophe chrétien dans l'opinion. Alors, voici ce que Edmund Husserl nous dit. Alors ne vous inquiétez pas, je vais expliquer tout ce que je vais dire. Alors, Edmund Husserl, il a développé une notion qu'on appelle intersubjectivité, c'est-à-dire la rencontre des sujets. La rencontre des sujets. Comment la rencontre des sujets est-elle possible? Alors,
moi, j'ai essayé de rendre ça tout simple, hein, parce que Edmund Husserl, c'est quelqu'un de très difficile à comprendre. Il est très, très dur, le vocabulaire est très compliqué. Et là, j'ai vraiment essayé de rendre accessible. Donc, comment comprendre, comment Husserl entrevoit la rencontre? Husserl, on peut dire ceci, dans le monde qui m'environne, je rencontre des objets extérieurs. Je peux rencontrer comme ce micro, je le rencontre. Je rencontre une table, je rencontre ce porte-caméra, etc. Mais ces objets n'ont de sens que rapportés à moi qui en fais l'expérience. Ils existent pour moi, qui les constitue, qui leur donne un sens, une signification. Parmi ces choses extérieures, il y a une chose qui est très particulière. Et cette chose particulière, c'est autrui, c'est l'autre femme, l'autre homme. Et qu'est-ce que je fais? Je constate que cette autre femme, ou bien cet autre homme, me ressemble. De ce point de vue, je ne peux pas le traiter comme n'importe quoi. Je ne peux pas le traiter comme un objet, puisqu'il me ressemble. Je vois bien que Estelle, qui est à côté de moi, est différente d'un téléphone, elle est différente du porte-caméra, elle est différente d'une chaise. De ce point de vue, donc de ce point de vue, non. Donc Husserl ici nous interpelle justement pour nous dire que une des conditions de la rencontre, c'est déjà de prêter attention à la ressemblance qu'il y a entre moi et les autres humains. Donc le premier niveau de la rencontre ici chez Husserl, c'est la ressemblance entre moi et les autres humains. Donc, mais il ne suffit pas de constater la ressemblance. Il faut aller un peu plus loin avec Husserl. Donc, on va un peu plus loin avec Husserl. Husserl dit, mais je vois bien qu'il y a de la ressemblance. Moi, je sens, j'ai des sentiments. Puisque l'autre qui en face de moi me ressemble, lui aussi doit avoir des sentiments comme moi. Il éprouve de la douleur. Si j'éprouve de la douleur, puisqu'il me ressemble, il a des oreilles comme moi, il a des yeux comme moi, etc. Avec quelques différences, peut-être la couleur de la peau, la taille, etc. Mais les organes que j'ai, lui aussi, il a les mêmes organes, ou bien elle aussi, elle a les mêmes organes. Donc, de fait, puisque moi, je peux faire de lui un objet, lui également peut faire de moi un objet. Donc, à un certain niveau, il y a un équilibre entre lui et moi. De ce point de vue, je ne peux pas le traiter comme un objet, comme n'importe quel objet du monde extérieur. Voilà. Donc, Husserl va donc dire que pour rendre la rencontre possible, il faut faire ce qu'il appelle un transfert analogique, c'est-à-dire faire comme si mes sentiments, mes émotions se retrouvaient également chez l'autre, en sachant bien sûr que je ne peux pas vivre ce que l'autre vit, mais je dois faire un transfert analogique. Vous voyez? Et c'est ce qui crée l'empathie, donc Einfühlung en allemand. Alors, dès lors, les ingrédients de la rencontre deviennent, à partir de Husserl, le fait de savoir que l'autre n'est pas n'importe quoi. Je dis bien n'importe quoi. Il n'est pas une chose comme les objets du monde. Il n'est pas une tasse de café, il n'est pas une voiture, il n'est pas un téléphone, etc. L'autre ingrédient, c'est l'irréductibilité de l'autre à la choséité. L'autre n'est pas une chose. Et si je le considère comme une chose, c'est une chose spéciale, particulière. Parce que cette chose me ressemble. L'autre ingrédient, c'est la ressemblance. Prendre conscience que l'autre me ressemble. Et en fait, se laisser provoquer, se laisser saisir par cette ressemblance. Parce que devant la ressemblance qu'il y a entre moi et l'autre, je ne peux pas faire semblant. Je suis obligé de consentir à cette ressemblance. Je ne peux pas faire semblant parce que l'autre ne ressemble pas à un téléphone. Je constate qu'il a des oreilles comme moi. Je constate qu'il sourit comme moi. Et je ne peux pas me dérober de cette ressemblance. Je dois l'assumer, cette ressemblance. Et si je l'assume jusqu'au bout, alors je fais ce transfert analogique, c'est-à-dire que autrui, c'est quasiment moi à l'extérieur de moi. Vous voyez? L'autre qui est en face de moi, c'est moi à l'extérieur de moi, parce qu'il a les mêmes émotions que moi. Voilà. Et donc, l'empathie, donc l'Einfühlung en allemand, c'est-à-dire cette capacité à ressentir, à transférer mes émotions sur l'autre. Après Husserl, il y a un autre philosophe qu'on appelle Maurice Merleau-Ponty, un philosophe français, que j'apprécie parce que je travaille beaucoup sur lui. Alors lui, il a développé le concept d'intercorporéité. Qu'est-ce que ça veut dire? Merleau-Ponty nous dit ceci, et là je résume encore donc rapidement. Le monde dans lequel
je vis. Alors, il y a une coquille. En fait, j'avais écrit le moi, et j'ai dit le moi, ça fait trop compliqué. Donc, j'ai voulu. Donc, le monde dans lequel je vis est un monde toujours déjà commun. Je ne précède. Le problème de la rencontre, c'est de nous dire que nous précédons le monde. Le monde nous précède. Et dans ce monde qui nous précède, les autres existent déjà. Vous voyez? Le véritable problème de la rencontre, c'est que nous pensons que nous existons avant le monde. Le monde nous précède toujours déjà. Et ce monde qui me précède toujours déjà est habité par autrui, par d'autres personnes. Et donc, je n'en suis pas le centre, je surgis dans ce monde. Je surgis dans ce monde. En fait, je sors des mamelles ou bien je sors du fond de ce monde et autrui également sort du fond de ce monde. Et je constate dans ce monde dans lequel je surgis, dans lequel j'apparais, je constate que autrui est comme moi. Il a un corps, il a des yeux, il a des pieds comme moi. Et donc, ce qui se passe, c'est-à-dire que nous formons ensemble une communauté. Et puisqu'il a un corps et des yeux comme moi, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il est en quelque sorte le prolongement de mon corps. Il est en quelque sorte le prolongement de ce que moi je suis. Et donc, s'il est le prolongement de ce que moi je suis, il ne peut plus être en face de moi. Il ne peut plus avoir frontalité entre lui et moi. Il est de mon côté, nous sommes du même côté, lui et moi. Et c'est ça que Merleau-Ponty appelle l'intercorporéité, parce que c'est le corps qui nous permet de nous rendre compte qu'en fait, autrui n'est pas en face de nous, il n'est pas contre nous, il est avec nous, du même côté que nous. Et donc, tout le narcissisme qu'on pourrait avoir devant autrui, il s'efface, parce que nous sommes tous du même côté. Et même autrui, parfois, il me précède, parce que je nais dans un monde où d'autres humains existent déjà. Donc, autrui me précède toujours déjà. Je ne peux pas vivre en court-circuitant autrui, en faisant comme si autrui n'existait pas. Il me précède toujours déjà, parce que je ne nais pas seul dans le monde. Donc mon sentir n'est pas un sentir isolé. Il implique toujours déjà autrui, avec qui je forme une intercorporité, c'est-à-dire un même corps. Nous sommes du même côté. Il n'y a pas d'un côté autrui et de l'autre moi. Nous sommes ensemble, du même côté. Voilà. Et ça, c'est le corps qui permet de le comprendre. Donc, à retenir, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que le monde nous précède toujours déjà. Je ne le crée pas. L'autre n'est pas en face de moi, il est de mon côté. Voilà. Ce que je sens ou ressens concerne autrui. Son corps prolonge mes sentiments, comme mon corps prolonge les siens. Car si le monde me précède, cela signifie aussi qu'autrui qui est dans le monde me précède. C'est dans le monde que je le rencontre et pas d'abord dans mon imagination. En fait, je ne peux pas fabriquer autrui parce qu'il me précède toujours déjà. Le problème de la rencontre, c'est que nous fabriquons les autres dans notre imagination. Nous les fabriquons, c'est-à-dire nous les taillons à notre mesure. Voilà. Et c'est ça le vrai problème de la rencontre. Et Merleau-Ponty nous montre avec le concept d'intercorporéité qu'on ne peut pas fabriquer autrui parce qu'autrui est de mon côté. C'est-à-dire que si je fabrique autrui, cela signifie que je me fabrique moi-même, en fait. Je ne peux pas me fabriquer moi. Autrui, c'est le prolongement de ce que je suis. Voilà. C'est le prolongement de ce que je suis. Enfin, il y a un philosophe magnifique qui s'appelle Michel Henry. Vous savez, les philosophes français, ils sont magnifiques. Ils ne sont peut-être pas les inventeurs de grands concepts, mais quand ils récupèrent des concepts, ils les rendent beaucoup plus compréhensibles et beaucoup plus accessibles. Donc, Michel Henry, c'est un philosophe qui s'est rendu compte que la pensée phénoménologique était trop dans les élucubrations et ainsi de suite. Et il s'est dit, mais comment la rencontre peut être possible? Et donc, il va arriver au concept du corps mystique du Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Michel Henry va se rendre compte que ma sensibilité, c'est-à-dire ma chair, personne d'autre que moi ne peut la vivre. Ce que je ressens, comme l'a dit Merleau-Ponty et puis Husserl avant lui, parce Michel Henry est un grand disciple donc, de Merleau-Ponty, un disciple on va dire plus ou moins dissident parce qu'il n'a pas été fidèle à son maître. Donc, il va dire non. Autrui et moi, on ne peut pas être du même côté parce que ma sensibilité est très différente de celle de... Ce que je vis, personne d'autre ne peut le vivre. Il n'y a que moi seul qui le vis. Alors,
Michel Henry le dit, mais si nous sommes radicalement différents, radicalement opposés, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'une communauté soit possible? Il va chercher dans la philosophie et il va se rendre compte que la philosophie ne lui offre pas le matériau pour rendre la communauté humaine possible. Et donc, il va recourir à la Bible, au Nouveau Testament, notamment à l'idée de corps mystique du Christ. Et il va dire que, étant donné que sur Terre, nous sommes diamétralement opposés, il est impossible d'avoir une sensibilité commune qui fait souvent défaut à nos rencontres. Le fait que la sensibilité ne puisse pas être commune, c'est ce que Merleau-Ponty a appelé la chair du monde. Donc, le fait que la chair du monde soit un concept qui n'est pas soutenable, c'est-à-dire la sensibilité, une sensibilité commune à tout le monde, c'est-à-dire imaginer que ce que je ressens, Estelle le ressent également, ce n'est pas possible. Donc, Michel Henry va plutôt recourir à un troisième terme, c'est-à-dire un tiers. Il va dire que la source, ce qui nous est commun, c'est le fait que nous appartenions tous au corps mystique du Christ. Donc, le corps mystique du Christ dépasse nos différences. Et donc, nous surgissons tous. Ce qui nous est commun, c'est que nous sommes tous le corps mystique du Christ. Et donc, il faut penser la rencontre à partir de cette source commune qui est le corps mystique du Christ. Et donc, nous nous détachons de ce corps mystique. Et donc, le souvenir que nous appartenons à un seul corps, qui est cette communauté spirituelle qui s'appelle corps mystique du Christ, c'est ce qui rend possible la rencontre. Et là, philosophiquement, c'est radical. Parce que ça montre qu'il y a une dimension commune, donc qu'on appelle en phénoménologie la chair. Le mot chair en phénoménologie signifie dimension commune. C'est-à-dire que on sort tous de là. Comme un autre philosophe allemand parlerait, donc Martin Heidegger, il parlerait de extase, donc des extases de l'être. C'est-à-dire que tous nous surgissons de l'être. Nous sommes un au départ, et l'identité c'est un surgissement. C'est-à-dire c'est un éclatement, c'est une extase. C'est comme vous voyez, pour ceux qui font un peu de botanique, vous voyez la figure de la déhiscence, l'éclatement. Vous voyez, les fleurs au départ elles sont comme ça, et puis il y a un éclatement. La différence c'est un éclatement. Il n'y a pas la différence au point de départ. Au départ, nous sommes tous unis dans le corps mystique du Christ, et ensuite il y a un éclatement en déhiscence. Et c'est cet éclatement en déhiscence qui fait de nous Landry, Estelle, Jean-Claude. Et Landry, si je peux me permettre, est-ce que ça signifie à ce moment-là une rencontre possible au sein d'une même communauté de foi, oui. De foi chrétienne? Tout à fait. Mais tout à fait, justement. Donc, Michel Henry se rend bien compte que toutes les solutions que les philosophes ont proposées étaient des solutions qui ne tenaient pas. Et donc, il faut toujours faire intervenir dans une communauté, lorsqu'on projette une communauté, lorsqu'on veut rendre possible une rencontre, il faut toujours projeter un tiers. Et ce tiers, pour Michel Henry, c'est le corps mystique du Christ, l'origine commune. Voilà. Parce que nous sommes tous différents, et on ne peut pas partir de nos différences pour créer la communauté. Et vous vous rendrez compte que le point sur lequel butent nos rencontres, c'est que on veut prendre les différences comme point de départ. Ce n'est pas possible de prendre les différences comme point de départ, parce que les différences différencient les sensibilités. Pour que la rencontre soit possible, il faut qu'on ait toujours un point commun de départ. C'est pour cela que la question, qu'est-ce qui reste lorsqu'on a enlevé tous les artifices, est une question très importante. Ce qui reste, c'est qu'il y a un visage. Donc, la culture vient se greffer à une vérité. La culture est un élément de différenciation, mais l'humanité n'est pas un élément de différenciation. Vous voyez, chaque fois que nous débattons de la rencontre, on part d'abord des différences, alors qu'il faut partir de ce que nous avons en commun. Qu'est-ce qui reste si on m'enlève cette couleur noire sur ma peau? Qu'est-ce qui reste si on enlève à Estelle son nez pointu? Qu'est-ce qui reste? Il reste qu'Estelle est un être humain. Vous voyez? Et donc, la couleur noire, la couleur blanche ne sont que des accidents. Ce ne sont que des accidents. Voilà. Et c'est très important. Mais qu'est-ce qui est commun? Ce qui est commun, c'est que nous sommes des êtres humains. Qu'est-ce qui fait que moi, Africain, je puisse être sensible à la souffrance, à la douleur d'un blanc?
mais parce que nous avons quelque chose en commun qui est irréductible, qu'on ne peut pas nier, c'est que nous sommes humains. Donc, lorsqu'on veut parler de la rencontre, lorsqu'on veut résoudre des problèmes, il faut toujours partir du commun et non pas de la diversité. Qu'est-ce qui est commun? Et c'est ce que Michel Henry nous montre, ce qui est commun, c'est justement que nous appartenons, nous surgissons de ce corps mystique. Voilà, nous sommes rattachés par ce corps mystique. Voilà. Je crois que j'ai assez parlé. Je vais redonner la parole à Estelle. Nous reviendrons lors de la phase de questions-réponses. Voilà. Merci beaucoup, Landry. Tu vois, j'ai même pas eu besoin de te couper parce que tu as tout à fait respecté les philosophes qui sont brillants, qui arrivent à nous faire entendre des concepts très abstraits en nous les mettant aussi dans des approches beaucoup plus concrètes. En t'écoutant notamment parler de l'approche de Merleau-Ponty, je pensais beaucoup à cette symbolique un peu du pape François sur la maison commune. Voilà, de faire entendre aussi que nos corps, ce que l'on vit ici, ce que l'on ressent avec des hivers de plus en plus chauds, avec des étés de plus en plus chauds, et bien d'autres personnes à l'autre bout du monde le ressentent aussi avec des impacts parfois beaucoup plus dramatiques. Mais en tout cas, de faire comprendre que la rencontre aussi doit se vivre dans cette dimension charnelle, pour ne pas que ça soit simplement quelque chose de théorique. Pour parler de la rencontre, évidemment, rien de mieux que de se raccrocher à la parole de Dieu. Toutes ces rencontres qu'a faites aussi Jésus au cours de sa vie, cette nouvelle façon d'entrer en relation, cette façon de briser tous ces préjugés. Non, on ne rentre pas en contact avec la Samaritaine, voilà, toutes ces divisions, comment le Seigneur aussi nous a appris à savoir les dépasser pour rentrer dans une relation pleinement humaine. C'est donc maintenant à Jean-Claude de prendre la parole là-dessus. Attentif au problème de la pause technique. Oui, est-ce que c'est... Tout à fait. Parce que sinon, ils vont pas tard. Entre philosophie et théologie, ça peut être un bon moment. Un saut dans la pause, oui, un saut dans la pause. Dans 10 minutes, comme ça, il y aura un quart d'heure. Merci, Landry, c'est clair. Voilà, on va reprendre notre matinale. Nous reprenons. Tout le monde peut s'asseoir, il ne faut pas croire que l'approche théologique va être moins longue que l'approche philosophique. Prenez place. Je vais donc donner maintenant la parole à Jean-Claude, et puis ensuite vous pouvez commencer à noter un peu vos questions, vos réactions pour après. Voilà, rebonjour à tous et à toutes. La rencontre des femmes, des hommes, des cultures est-elle possible aujourd'hui? Vos remontées des réflexions en équipe tout à l'heure ont apporté une réponse positive à cette question. Ce sont des belles paroles, affirmer qu'on peut se rencontrer, les personnes peuvent se rencontrer, les cultures peuvent se rencontrer, mais toutes ces belles paroles sont faciles à énoncer. Comment peut-on les fonder du point de vue théologique? Sur quoi le chrétien, la chrétienne, peut-il s'appuyer pour justifier que la rencontre entre les personnes, entre les cultures est possible? Voilà la question qui fera l'objet de mon exposé tout à l'heure. Et j'ai 2 points à développer. Le premier, je parlerai des paraboles de Jésus dans les évangiles comme cadre général de réponse à la rencontre des personnes et des cultures. Vous savez ce qu'on appelle les paraboles? Ce n'est pas une marque de voiture. Et puis, dans le deuxième point, je ferai une appréciation d'une de ces paraboles, la parabole des talents ou des dons, dans le but de donner une signification à la rencontre des personnes et des cultures. Premier point donc de mon exposé, les paraboles de Jésus comme cadre général de compréhension de la rencontre des personnes et des cultures. On dénombre à peu près une 50aine de paraboles dans les évangiles, et le lecteur est frappé par le contexte littéraire, original
et actuelle de ces paraboles de Jésus. Jésus parle en parabole aux autorités politiques, religieuses, les pharisiens, les scribes, les gouverneurs, à des catégories d'individus pauvres et des pécheurs. Il s'entretient avec les non-juifs, exemple de la Samaritaine, qui est d'ailleurs étonnée de voir Jésus s'approcher d'elle. Mais Jésus ne s'impose pas une limite. Donc, s'il faut définir la culture ici du point de vue biblique, nous dirons que la culture a un sens large. Elle touche, l'anglais nous l'a dit tout à l'heure, à des manières de voir, de penser, d'être des personnes dans le domaine religieux, une culture religieuse, dans le domaine politique, une culture politique, dans le domaine social, une culture sociale, dans le domaine économique, la culture économique. Et les paraboles de Jésus mettent en relation toutes ces personnes de cultures différentes, sans exception. Les paraboles de Jésus s'adressent à des interlocuteurs qui ont une manière de voir différente de celle de Jésus. Les paraboles sont en situation de dialogue, de rencontre, de relations par laquelle Jésus espère faire changer d'avis à ses interlocuteurs. Et les paraboles nous renseignent sur les attitudes et les comportements différents des personnes. Elles expliquent les conduites des personnes et mettent en évidence la diversité, les différences dans les conduites des personnes. En tant que moyen, on peut également considérer les paraboles comme des paraboles sont au service de la rencontre et du dialogue. Donc, par rapport à notre thème sur la rencontre des personnes et des cultures, une des leçons que nous pouvons tirer de la lecture des paraboles est que la situation des paraboles évangéliques, dans la situation des paraboles évangéliques, on peut dégager des qualités. Nous pouvons dégager une vraie rencontre entre les hommes, entre les femmes, entre les cultures différentes. La méthode parabolique de Jésus est une vraie leçon pour nous parce qu'elle est deux voies de rencontre. Soit Jésus s'adresse directement à des personnes, soit alors il les pousse à faire siennes les paroles qu'il prononce. Les paraboles, en quelque sorte, résument des points de vue différents, des comportements différents. Voilà un peu présenté de manière générale le cadre général, permettez la tautologie, des paraboles dans les évangiles. Maintenant, nous allons faire une appréciation d'une de ces paraboles, la parabole des talents. Et c'est le deuxième point de mon intervention. La parabole des talents ou des mines que nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, les versets 14 à 30, et puis l'évangile de Luc, chapitre 19, 12 à 27. Que nous disent les évangélistes de la parabole des talents? Les évangélistes nous disent que un maître, avait 3 serviteurs. Au premier serviteur, il va confier combien de talents? 5. Le serviteur va les fructifier et combien de talents va-t-il rapporter à son maître? 10. Au deuxième serviteur, il donne 2, il va rapporter 4. Et au dernier, il donne un talent. Alors il va se confondre à des excuses en disant, mais tu es sévère, exigeant, je savais que tu récoltes là, tu n'as pas semé. Bon, voilà, nous connaissons la suite. Alors, qu'est-ce qu'on constate dans la parabole des talents? 2 choses. La première, c'est que le don est différent dès le départ. Le don est différent dès le départ. La distribution des talents n'est pas équitable dès le départ. C'est pas ça?
Mais pourquoi le maître donne-t-il 5 talents au premier? Pourquoi 2 au deuxième? Pourquoi un seul talent au troisième? Hein? Pourquoi? Vous pouvez justifier cela? Donc, c'est pour ça que nous faisons ce constat. Dès le départ, le don est différent. Nous constatons que la différence entre les serviteurs existe déjà et elle se fait au départ de l'action. Bien sûr, Jésus justifie un peu cela dans une autre parabole, hein? La parabole des ouvriers de la 11e heure. Lorsqu'on lui dit, j'ai commencé à travailler depuis 9 heures, lui il est venu à midi, un autre à 17 heures, mais nous avons le même salaire. Que répond le maître? Ne suis-je pas libre de faire de mes biens ce que je veux? Voilà. Nous connaissons la suite, mais essayez de donner ces réponses à des ouvriers si vous êtes patron d'une entreprise. Donc, deuxième constat, le plus évident pour nous, est que les 3 serviteurs de la parabole des talents ne rendent pas compte de la même manière. Hein? Les fortunes sont diverses, n'est-ce pas? Puisque le premier serviteur apporte 10 talents à son maître, le deuxième 4, le troisième, hein, il se confond en excuses. En fait, la différence d'arrivée est imputable à la différence de départ. Hein? On voit l'évolution de cette parabole. La différence d'arrivée est imputable à la différence de départ. Tout le monde ne peut pas produire de la même façon et la même quantité. Ceux qui ont reçu plus produisent plus. C'est le cas des 2 premiers serviteurs. D'ailleurs, Jésus nous le dit dans les évangiles, à qui on a beaucoup donné, on demandera plus. Ça s'applique ici. Donc, s'il a donné 10, et s'il a donné 5 à l'autre, il a pas 10, bon, voilà. À qui on a beaucoup donné, on demandera plus. Et celui qui a reçu peu, produit peu. Celui qui a reçu peu, produit peu. C'est le cas du 3e serviteur. Donc, la différence des résultats produits s'explique aussi par la différence d'appropriation. Pour parler un peu comme le théologien lyonnais, d'origine libanaise, Michel Younes, puis le mathématicien normand, Marcel Legault. Vous voyez, Landry a dit tout à l'heure qu'il n'y a que des bons... Ben, la France a des bons philosophes, elle a aussi des bons théologiens, des bons mathématiciens. Hein? Donc, il parle de la différence d'appropriation. L'appropriation ici renvoie à la manière de comprendre la parole du maître. Hein? La manière de comprendre la parole du maître. Et le résultat de la fructification des talents est le résultat de cette compréhension. Chaque serviteur a rendu compte de la manière dont il a compris les consignes du maître. Il a rendu compte de la manière dont il a compris la relation avec le maître. Les résultats sont différents parce que l'appropriation, la compréhension est différente. Chaque serviteur de la parabole des talents a obtenu des résultats qui rendent compte de sa manière de comprendre et de vivre la relation au maître ou la relation avec le maître. Nous sommes d'accord? Oui. Hein? Si on définit vraiment l'appropriation comme la manière de comprendre. Alors passons à l'application numérique de cette parabole, hein, des talents, dans le sujet qui nous concerne. La parabole des talents est un passage marquant des évangiles qui nous aide à comprendre, qui nous aide à penser les différences tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'un groupe, d'une religion, un groupe politique, un groupe religieux, un groupe ethnique, un pays. Hein. Les manières de comprendre ou de s'approprier se rapportent à la situation des serviteurs de la parabole, donc à la pluralité, aux différences des personnes que nous sommes, des cultures, des groupes politiques, des groupes sociaux ethniques auxquels nous appartenons. La pluralité des personnes et des cultures est un fait. Nous ne l'inventons pas, c'est un fait. Il faut le constater. C'est un fait. Nous ne l'inventons pas. Nous avons simplement, ou parfois, à les gérer.
une appréciation de la parabole des talents nous montre que la pluralité des manières de faire, de penser et d'être est là depuis le début de la création. Et que fait Jésus? En application de cette parabole des talents, Jésus ne fait que valider cette pluralité ou la reconnaître. Jésus ne fait que valider cette pluralité ou la reconnaître. Mais comment? Nous savons aussi que Jésus enseignait en parabole. Je vais montrer ici comment Jésus valide cette pluralité des personnes, des manières de faire à travers cette parole. Lorsqu'on lui pose la question, mais pourquoi enseignes-tu en parabole? Qu'est-ce qu'il dit? Vous savez, il y en a qui peuvent comprendre facilement les mystères du royaume, mais d'autres non. Donc, ceux qui ne peuvent pas comprendre facilement, j'enseigne en parabole. Mais vous, mes disciples, comprennent facilement, donc vous n'avez pas besoin d'enseignement en parabole. Jésus sait que les destinataires de son enseignement sont différents. Ils ont des niveaux différents. Donc, il tient compte de ses destinataires, du niveau de chacun. Il adapte son enseignement à chaque catégorie de personnes qu'il enseigne. Il reconnaît qu'il y a des différences. Il gère ces différences. C'est pas ça? Donc, par la parabole des talents, le chrétien peut justifier l'origine commune des personnes et des cultures. L'appartenance à une humanité qui a des convergences, les mêmes objectifs, le même but. Et c'est le personnage du maître, dans la parabole des talents, qui joue un peu ce rôle, qui nous autorise à défendre l'idée de convergence, l'idée d'appartenance commune. Dans cette parabole des talents, nous voyons le maître, nous voyons que le maître est unique. Il est pour tous. Il est pour les 3 serviteurs. C'est lui le maître qui fait l'unité. C'est lui le maître qui est le point de rencontre, qui donne des consignes à chaque serviteur. Tout comme le père d'ailleurs de la parabole de l'enfant prodigue, qui met en relation les fils en conflit. Le maître des ouvriers de la 11e heure aussi, etc. Donc, ce n'est pas le maître qui se multiplie, non. Le maître n'est pas pluriel ici, dans cette parabole. Le maître ne se multiplie pas. Mais c'est la compréhension que les serviteurs ont du maître qui est pluriel. Voilà pourquoi il y a des résultats différents. Le maître est unique, oui, tous ont reçu la même consigne. Enfin, venant d'une même personne. Ils sont d'accord. Ils ont reçu la consigne venant d'une seule personne, un maître. Mais pourquoi les résultats sont-ils différents? C'est la manière de chacun de comprendre. Ça, nous situons la pluralité dans la compréhension à l'arrivée de l'action et non au départ de l'action. Le maître est unique. Donc, à chaque fois, dans les paraboles de Jésus, le personnage central, le maître, permet aux personnages secondaires d'être ensemble, de se rencontrer, d'échanger. C'est pas ça? Chaque fois dans les paraboles, prenez n'importe quelle parabole, le personnage central permet aux personnages secondaires d'être ensemble, de se rencontrer, de parler, d'échanger. Tout cela suffit à affirmer que l'attitude des personnages dans les paraboles de Jésus peuvent aider le chrétien ou la chrétienne à s'engager dans le dialogue, dans la rencontre des personnes, dans la rencontre des cultures. Cette rencontre n'annule pas la différence, il faut reconnaître. La rencontre n'annule pas la différence. On ne peut pas nier le fait que le premier serviteur est différent du deuxième, le deuxième est différent du troisième, le troisième est différent du premier. Mais la rencontre est faite, elle est instituée pour vivre ces différences et reconnaître la spécificité de chacun, la place de chacun. Voilà. La rencontre n'annule pas les différences. Elle est faite pour que nous puissions vivre ces différences tout en respectant la place de chacun. Dans un couple, l'homme reste l'homme, la femme reste femme, mais les deux vivent ensemble.
Voilà. Ah oui. Pardon? Oui, s'ils ne s'engueulent pas. Non, même s'ils s'engueulent, ils se réconcilient. Voilà. Donc, la grande leçon que nous tirons de la parabole des talents, l'appréciation de cette parabole des talents, comme toutes les autres paraboles évangéliques, est qu'elle nous apprenne comment Jésus cherchait à amener ses auditeurs, ses interlocuteurs, à une autre vision des situations qu'ils vivaient. Les paraboles doivent aussi nous faire comprendre, doivent nous aider à comprendre, à voir nos propres situations de rencontre avec le regard de Jésus. Les paraboles devraient nous aider aussi à comprendre notre propre situation de diversité, mais avec le regard de Jésus. Et on ne peut pas reprocher à un chrétien de se référer aux Écritures pour justifier la manière dont il veut vivre une rencontre interculturelle, une rencontre interpersonnelle. Pour conclure, vous voyez, c'est bref, hein? Alors, si on ne peut pas reprocher à un chrétien de puiser dans les Écritures pour comprendre, pour vivre la rencontre interculturelle, c'est ce que nous avons essayé de démontrer tout à l'heure. Donc, le chrétien est engagé dans la rencontre des personnes et des cultures. Il est donc confronté à cette question des fondements de son engagement. Parce qu'il faudrait justifier pourquoi. Pourquoi il dit oui, la rencontre est possible, elle est vivable. Donc il est confronté à cette question des fondements de son engagement. Il est appelé à donner une réponse cohérente, méditée, certes pour les autres, mais d'abord pour lui-même. Pour les autres, mais c'est d'abord pour lui-même. Il faut qu'il justifie son action. C'est ça que nous avons utilisé, la démarche des paraboles dans un cadre général et décortiquer une parabole, celle des talents. Dire qu'on peut tirer des leçons des méthodes paraboliques de Jésus pour améliorer les rapports entre les personnes et les cultures, c'est dire deux choses. La première, les paraboles, comme tous les passages des Écritures d'ailleurs, ne sont pas séparables des situations de vie en fonction desquelles elles ont été imaginées et qui restent inscrites dans leur texture même. Les paraboles, c'est certes des images, un moyen, mais elles sont ancrées dans la vie quotidienne, dans le concret, les situations de tous les jours. Deuxième chose, c'est dire aussi qu'il y a une source qui peut nous inspirer, qui peut inspirer toute personne attirée par des conditionnements historiques. Voilà des deux choses que nous tirons des paraboles. Elles ne sont pas des imaginations, mais elles partent de la réalité. Première chose. Deuxième chose, elles peuvent aussi attirer toute personne qui se pose la question de savoir comment je peux vivre en paix, de manière fraternelle avec les autres. Je pense donc qu'un approfondissement de la réflexion des paraboles peut être un stimulant. Ça peut être motivant parce que cet approfondissement permet de sortir de notre zone de confort. Il permet de ne pas diaboliser la culture de l'autre. Il permet de comprendre l'autre. Il permet de devenir artisan des rencontres. Il permet d'approfondir notre foi et d'aider les autres à le faire aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Claude. Voilà, comme vous avez retenu, Jésus était évidemment très attentif aux situations de mise en relation, de dialogue, pas simplement dans l'absolu, mais pour aussi permettre un changement de regard, une conversion du regard pour faire tomber un peu les préjugés. On sentait que ce dont il avait horreur, c'était qu'on enferme les gens dans un statut, dans
toi tu es samaritaine, toi tu es publicain, toi tu es jeune homme riche. Voilà, d'ouvrir ce regard pour éviter l'uniformisation et puis le conditionnement, comme tu disais. Et puis cette pédagogie aussi dont on peut s'inspirer aussi, cette pédagogie de créer des ponts, des passerelles entre des mondes différents. C'est aussi évidemment un souhait particulier des Spiritains, donc ils sont très, très contents de vous voir réunis ici ce matin pour justement créer ces ponts entre les univers dont vous faites tous partie, voilà, avec vos âges, vos cultures, vos origines différentes. On va passer à un petit temps de questions, réactions. Vous avez peut-être déjà noté des choses qui vous ont interpellé. Moi, j'ai pas eu beaucoup à interrompre finalement Jean-Claude et Landry, parce que leur propos était très clair. Donc merci à tous les deux. Hein. C'est sûr que d'avoir un théologien et un philosophe en matinale le samedi matin, on pouvait s'inquiéter. Puis finalement, merci d'avoir eu un langage et un propos très, très clair, mais il y a peut-être quand même besoin de clarifier ou simplement de réagir, d'apporter aussi un éclairage par une situation que vous avez vécue. C'est votre moment. Voilà. Vous êtes totalement hors sujet. Interculturel.